Pourquoi il y a trop d'absents? Pourquoi il y a trop d'absents comme ça? Ok, nous sommes rendus à 20h15, je crois qu'on va commencer. C'est bon pour tout le monde. J'ai partagé l'écran. Est-ce que vous recevez? Mhm. Quel chien est ça? Ok, vous confirmez la réception. Ok, aujourd'hui nous sommes à la quatrième séance de notre formation sur la cybersécurité appliquée au réseau. Nous avions fait une pause pour faire certaines présentations qui étaient nécessaires. Pour la compréhension de tous, j'espère que vous avez beaucoup bénéficié là-dessus avec les présentations des uns et des autres. Bon, nous n'allons pas prendre tout le temps puisque, on va dire quoi, on va pas passer tout le temps dans la présentation, mais on va également évoluer dans le cours. Question de pouvoir finir avec le programme que nous avons en main, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, donc, nous avons pour thème sécurité de poste de travail. Ok, voilà dans notre plan de présentation. Nous allons commencer. Le thème, c'était quoi déjà? Sécurité de poste de travail. Ici, nous allons voir comment on sécurise nos postes de travail à la maison. En utilisant, par exemple, les antivirus, en faisant la mise à jour du système et bien d'autres pratiques. Et comme plan de présentation, bon, si c'est que vous ne recevez pas, puis vous signaler. Bon, là, on va... bonsoir, Monsieur Daouda. J'espère que vous êtes dans la salle. Oui, monsieur. Bah bon, je suis là. Ok, merci beaucoup. Bon, comme le modèle de notre doc n'est pas encore là, vous allez donc servir de modérateur. Donc, si c'est qu'il y a un problème, vous me signalez, que ce soit dans le chat ou bien vous ouvrez le micro, vous parlez directement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, comme plan de présentation, donc, antivirus est mise à jour. Ça, ça sera notre premier point. Le deuxième point, la gestion des correctifs. Sécurité des smartphones. Et puis, nous allons finir par les activités pratiques ou les cas pratiques comme d'habitude. Et à partir des cas pratiques, je crois qu'il y aura encore des exercices que nous allons faire. Donc apprêtez-vous. Ok, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de permettre à chaque apprenant de pouvoir protéger efficacement un ordinateur ou bien un smartphone en comprenant le mécanisme de défense et en les appliquant correctement ou bien concrètement. Ok, nous prenons le premier point. Les antivirus et les mises à jour. Bon, c'est quoi un antivirus? Quelqu'un peut me donner une définition d'un antivirus? Oui, la personne qui a levé la main. Monsieur, un antivirus, c'est une protection que l'on met en place pour prévenir contre des attaques, contre des malwares ou des attaques de cybercriminalité, monsieur. Ok, merci beaucoup pour votre définition. C'est déjà ça. Bon, de manière plus simple, je définirai un antivirus comme il a dit également. Un antivirus, c'est juste un programme informatique également, comme tout un virus aussi. Mais sauf que l'antivirus ici fait le contraire de ce que fait l'antivirus. Ah, d'accord? Le virus, lui, vient pour attaquer notre machine et détruire oui, quoi, mettre en dysfonctionnement le système. Alors que l'antivirus ici, lui, il vient s'opposer au virus. Vous pouvez baisser votre main, monsieur Rackles. Oui. Il disait que l'antivirus ici fait le contraire de ce que le virus fait.
Lui, il est ici, il contribue, l'antivirus ici contribue plutôt au bon fonctionnement de votre système ou bien de votre ordinateur, en protégeant le système contre les malwares, contre les virus et contre même certaines attaques informatiques comme notre camarade vient de le dire. Maintenant, pourquoi c'est essentiel? Ou bien pourquoi, en quoi est-ce que c'est important d'avoir un antivirus et de faire la mise à jour du système? Déjà, il faut savoir que les logiciels malveillants, c'est-à-dire les malwares, peuvent voler des données, peuvent chiffrer des fichiers ou transformer votre machine en relais pour attaquer d'autres systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avec un logiciel malveillant, un attaquant est capable de vous voler vos données. Ça peut être comme le mot de passe, comme nous avons mentionné lors de séances précédentes, le mot de passe, les données bancaires et les informations personnelles vous concernant. Ils peuvent également chiffrer vos données. Ici, c'est généralement ce qu'on appelle le ransomware. Je crois que j'avais expliqué en quoi cela consistait. C'est une attaque où l'attaquant euh, envoie un programme malveillant et dès que ce programme est exécuté sur votre système, il chiffre tout le système. C'est que vous-même, savez quoi, il vous retire le droit d'accès à vos propres ressources informatives ou bien vos propres données. Tous les systèmes chiffrés, vous n'avez accès à rien. Et puis, vous transformez votre machine en relais pour attaquer votre machine. OK. Euh, dans les attaques sur les systèmes, nous avons vu une attaque qu'on appelle le DOS et le DDoS. Le DDoS, marche comment? Le DDoS, c'est que euh, il- il Problème de micro, monsieur Bamon. y a On vous une entend plus. attaque DOS qui est effectuée. On répartit ça sur plusieurs machines. Ça veut dire qu'on prend en otage et on fait de ça une machine. Vous ne recevez plus? Oui, Allô? on vous entend par intermittence. OK. Et c'est bon maintenant? Là, c'est bon. Ok, C'est bon là. merci. Oui, je tente d'expliquer au niveau de vous transformez votre machine en relais pour attaquer d'autres systèmes. Ici, je suis en train de dire que comment ça fonctionne. C'est généralement dans les attaques DDoS où on prend votre machine, mais l'attaquant, le pirate prend votre machine en otage et utilise votre machine pour attaquer d'autres machines. Ça veut dire que quoi? Votre machine va devenir une source d'attaque ou l'attaque pour qu'est-ce que je suis en train d'expliquer exactement? On fait de votre machine en fait une machine attaquante. Donc c'est comme si c'est vous qui avez émis l'attaque en fait. Donc ça veut dire que quoi? On prend votre machine et puis à partir de votre machine, on va donc lancer des attaques DDoS, non, lancer des attaques DOS pour attaquer d'autres ordinateurs. C'est clair pour tout le monde maintenant. Maintenant, les Oui, vulnérabilités. Ok, les vulnérabilités de logiciels sont exploitées par les pirates si elles ne sont pas corrigées. Ici, qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité? Ce sont juste seulement les défauts de conception, que ce soit du matériel ou bien de logiciel. Bon, pour la plupart, ce sont les logiciels. Donc, il faut le savoir, on le dit souvent en cybersécurité que rien n'est sécurisé à 100%. Vous pouvez créer un code ou bien un programme là. C'est que si on fait bien, on va trouver une manière de contourner ce que vous avez mis en place. Et ceci est valable pour tout le monde, même pour les, on va dire quoi, pour les programmeurs les plus, je veux dire quoi, les plus excellents. Bref, aucun programme qu'on conçoit n'est parfait. On va toujours trouver un moyen de contourner ou bien de trouver une brèche, une faille quelque part là pour euh, pénétrer votre système au travers, par exemple, d'une mise à jour de logiciel. Voilà pourquoi on vous propose généralement et fréquemment des mises à jour. Ces mises à jour visent simplement à quoi? Bon, il y a d'autres qui voient en ça juste des nouveautés, mais en fait, c'est pour corriger les défauts sur le logiciel conçu ou bien sur le système qui a été mis en place. Pour ceux qui se rappellent, quand Windows 11 est sorti, au début, bon, quand Windows 11 faisait ses premiers pas dans le monde informatique, je veux parler ainsi. Pour ceux qui l'ont utilisé tous, vous avez remarqué certainement qu'il y avait beaucoup de bugs.
il y avait des dysfonctionnements à tout moment. Et c'est au fur et à mesure que les corrections ont été apportées pour stabiliser le système. Donc voilà, en quelque sorte, en quoi est-ce que c'est important de faire de mise à jour. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Oui, OK. Maintenant, les antivirus, leur rôle, c'est quoi? Le rôle, c'est de l'antivirus, c'est de détecter et de débloquer les virus, les malwares et les menaces connues. Regardez bien, on a que son rôle, c'est de faire quoi? De détecter premièrement. Ça veut dire que s'il y a une menace qui circule là, votre antivirus a pour rôle, ou bien a pour mission, pour tâche de détecter cela, de bloquer le virus et le malware, et puis les menaces connues. Pourquoi on a parlé de menaces connues ici? Parce que l'antivirus tel qu'il est conçu n'est pas fait, on va dire, pour bloquer toutes les attaques. Qu'est-ce qu'il fait? Il recense, qu'est-ce qu'il fait? Il a une base de données où les attaques sont recensées avec les comportements et autres. C'est à partir de cette base de données, le comportement, bon, comment il les détecte? Alors c'est comme ça. Comme je viens d'expliquer, l'antivirus a une base de données où est recensée toutes les attaques connues, ou bien qu'il connaît en fait, et avec leur comportement. Puisqu'un virus, rappelez-vous, c'est juste un programme qui fonctionne sur l'ordinateur. Maintenant, dans cette base de données, il y a le nom du virus, il a le comportement donc, de ce programme-là. Donc, c'est à partir de là donc, qu'il évalue donc, le fonctionnement de programmes qui sont là. Il regarde si le programme se comporte de telle façon, ou bien d'une façon similaire à un programme qu'il a enregistré dans sa base de données comme un virus, alors il bloque son fonctionnement ou bien il signale la présence d'un virus. Mais si c'est que ce virus n'est pas recensé dans sa base de données, alors l'antivirus ne pourra pas détecter cette attaque. On est bien d'accord là-dessus? ouais, ouais, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Et d'ailleurs, même pour ça, s'il vous plaît, je veux poser une question. Est-ce qu'il y a des profils ici en data science? Il y a des personnes qui font data science ici? Data science, intelligence artificielle et autres. Personne? Ok, c'est pas grave. Maintenant, fonction avancée. Les fonctions avancées d'un antivirus consistent en quoi? C'est une protection en temps réel. C'est-à-dire que votre système est en train de fonctionner ici. Votre antivirus est en même temps en train de sillonner tout votre système. Il est là, il supervise sur votre ordinateur pour voir, et c'est surtout le comportement qui intéresse l'antivirus ici. Voir comment ce programme fonctionne. Est-ce qu'on le reçoit toujours? Oui, Ok, merci. on vous reçoit. Oui, si je t'ai de dire, voilà. Et puis la deuxième fonction, ici, on a parlé d'analyse comportementale que je suis en train d'expliquer déjà. Et puis la quarantaine automatique des fichiers suspects. Oui, je reviens encore sur mon explication. Je suis en train de dire que pour la protection en temps réel, ça se passe comment? C'est que l'antivirus est là, il sionne, il supervise, inspecte tout le programme qui sont en train de fonctionner dans votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il analyse le comportement de tout le programme. On est d'accord? Maintenant, ce qu'il détecte dans un comportement suspect, quand il parle de ce comportement suspect, ça veut dire qu'il y a un comportement qui est similaire au comportement d'un virus qu'il a enregistré dans sa base de données. Alors, on dit qu'il le met en quarantaine. La mise en quarantaine ici, c'est quoi? C'est qu'il bloque son fonctionnement et crée en quelque sorte là une sorte de prison pour ce programme. Appelons ça comme ça, prison entre guillemets, et met le programme là-bas. Et maintenant, il vous notifie donc qu'il y a un programme là qui a un fonctionnement suspect. Maintenant, ça sera donc à toi ou bien à l'utilisateur de décider. euh,
pour dire, OK, ce programme, c'est moi qui l'ai installé, il peut fonctionner, ou alors, c'est un virus comme tu l'as détecté, allez, il faut le supprimer. On est d'accord? Mais il y a aussi des programmes qui suppriment Oui, automatiquement. Surtout s'ils trouvent, s'ils jugent que ce programme est très dangereux pour votre système. Donc, voilà un peu comment, voilà en quelque sorte la fonction et le rôle de l'antivirus. C'est bon jusqu'à présent? Oui, c'est bon. oui, monsieur. Merci. OK, c'est Loïc qui parlait. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, s'il vous plaît, un instant, je vais avoir. Loïc, s'il te plaît, bonsoir, ça va? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va. OK, merci. Tu t'occupes encore de la présence, non? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Mais je vois que vous êtes trop peu aujourd'hui. Il n'y a que 24 personnes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? OK, merci. Monsieur Daouda, vous avez la parole. La question, j'ai oublié la question. Je voulais dire, est-ce que l'antivirus, par exemple, parce que d'après ce que je comprends, c'est que c'est un programme hein, dans lequel on a introduit un certain nombre de programmes qui, lorsqu'ils apparaissent, n'est-ce pas, l'antivirus va les mettre en quarantaine ou bien les supprimer. Mais est-ce que l'antivirus ne peut pas faire une erreur? Par exemple, voir quelque chose dans la machine qui ressemble à un virus et puis il bloque. Alors qu'en réalité, peut-être c'est un problème de mise à jour ou autre chose qui n'est pas un virus. Bon, on va dire quoi? Comme je l'ai dit, c'est comme dans la vie, tout le monde se trompe. L'antivirus peut également se tromper. Bon, il faut prendre l'antivirus, il faut voir l'antivirus comme nos militaires qui sont là dehors. Quand ils sortent on va dire quoi, pour faire une patrouille et qu'ils détectent un comportement ou bien d'un citoyen suspect, ils l'interpellent d'abord, on va dire quoi, qu'il soit un bandit ou pas, appelons-le comme ça. On va d'abord l'arrêter. On va dire que, on va le juger sur son comportement. Là, on est d'accord, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que l'antivirus, il se base sur le comportement de programme. Alors, si tu trouves le comportement d'un programme similaire au comportement d'un virus, il va d'abord le bloquer. Donc, il peut se tromper, même sur des programmes, on va dire, légitimes, qui ne sont pas des virus, en se basant sur le comportement. On est d'accord, non? oui, Voilà. L'exemple le plus concret. Bon, comme en Afrique, on est presque tous, bon. Dans notre système Windows, par exemple, on utilise souvent des programmes pour craquer le système et souvent pour craquer Office, n'est-ce pas? oui. Voilà. Mais quand vous lancez le processus de craquage, je vais l'appeler ainsi, l'antivirus détecte cela comme un virus. Quel a fait face à cela? L'antivirus détecte ça généralement comme un programme malveillant. Donc, Personne, personne n'a craqué Windows ou bien Office. Si, monsieur, il le fait, il bloque. Des fois, il bloque même une fonctionnalité du programme lui-même. Voilà. Pourquoi? Parce il détecte ça comme un programme malveillant. On est d'accord, non? oui, Voilà. Pourtant, ce n'est pas un Oui, monsieur. programme malveillant. Bon, pour l'utilisateur de toute façon, puisqu'il vient plutôt l'aider. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais l'antivirus détecte ça, pardon, comme un programme qui vient pour créer un dysfonctionnement dans le système. Dans ce cas, est-ce que le logiciel de craquage, on va dire pour vous, est un virus? non, non, Voilà. Pourtant, l'antivirus le bloque comme un virus, n'est-ce pas? oui.
Donc, c'est à cause peut-être de son comportement suspect. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est à cause de son comportement. D'accord. Ok. Oui, on a madame ou bien mademoiselle Blandine Bekale Anago, qui a une main levée, vous pouvez parler. Bonsoir, merci de m'avoir donné la parole. À ce sujet, lorsque XGES commençait à ses débuts, euh, Kaspersky bloquait l'accès à XGES. Donc, on était obligé de désactiver Kaspersky pour pouvoir exploiter l'application pour la saisie des notes. C'est dans ce sens qu'on peut dire que à l'époque, peut-être qu'il n'avait pas encore les données sur XGES, il le considérait comme un virus. Peut-on parler de cela? Ça, c'est ma première Exactement. question. L'autre question, c'était... L'autre question, bon, certaines personnes disent que les antivirus, vaut mieux pas les télécharger parce qu'ils sont eux-mêmes des virus. Bon, j'ai pas compris, bon, ils n'ont pas voulu expliquer. Je ne sais pas si c'est une affirmation vraie. Merci d'éclairer. Mm. Ok, merci. Bon, pour la première question, je réponds par l'affirmative. C'est bon? Ok, merci. Oui, pour la deuxième question. Bon, déjà, là, on a dit que, bon, allons-y. On va échanger. Et puis, vous allez comprendre. Bon, déjà, le virus, lui, il vient pour faire quoi? On a dit qu'il vient pour faire quoi? Pour voler des données, n'est-ce pas? On est d'accord. Et juste avec vous, Blandine, il faut qu'on interagisse. Ouais, On a dit on que le vous suit, virus, monsieur. Bon, oui, on je a suis dit que d'accord. le logiciel malveillant ou bien le virus vient pour faire quoi? Ils peuvent voler les données, n'est-ce pas? Oui, oui. Chiffrer un fichier ou transformer votre système en relais pour attaquer d'autres systèmes. C'est ce qu'on a dit quand on introduisait sur l'antivirus. On est tous d'accord avec cela, n'est-ce pas? D'accord. Oui, oui. Oui. Comme je l'ai dit dès le départ, le virus fonctionne également comme tout autre programme. Déjà, il faut l'admettre. Un virus, c'est aussi un programme comme un antivirus. C'est aussi un programme comme votre MS Office. C'est aussi un programme comme votre lecteur VLC. On est d'accord. Ok. Oui, Sauf que, sauf que maintenant, la différence se pose au niveau des intentions. Un virus, son intention, c'est de mettre en mal votre système. Là, il faut le savoir dès le départ. À partir de là, il faut aussi savoir que tout programme peut se transformer aussi en un virus. Ça veut dire que je peux concevoir un logiciel là, un lecteur. Et derrière ça, j'introduis ce qu'on appelle un cheval de Troie ou bien un backdoor qui permet par exemple de collecter les données sur vous. On est d'accord? Ok. oui, Voilà. Là, je vous ai conçu un programme qui est censé vous aider, mais avec une mauvaise intention derrière cela. oui, oui, Vous voyez un peu là où je vais en venir. Mhm. oui. Voilà. Ce que je suis en train Et comment d'essayer d'expliquer, détecter c'est... cela? Pardon? Comment savoir qu'il y a un cheval de Troie dans notre antivirus qui est censé nous protéger? Bon, on va dire quoi? On peut pas les détecter juste comme ça. Puisque déjà l'antivirus, je vais dire quoi? Laissez-moi d'abord finir. Ce qu'ils sont en train d'essayer de dire, c'est que il y a des antivirus. Pour les antivirus, ça dépend aussi de la motivation de la personne qui a conçu cet antivirus. Donc voilà pourquoi, comme je le disais dès le départ, en choisissant vos logiciels, rassurez-vous de la crédibilité de votre fournisseur. Ok. C'est bon? D'accord, merci. Oui, évaluez Ok. également la crédibilité de la personne qui vous vend ce logiciel ou bien oui, qui vous vend ce logiciel avant de vous engager à utiliser son logiciel. Attendez un peu, monsieur Noël. Donc, voilà un peu ça. Donc, on peut avoir un antivirus avec des mauvaises intentions derrière qui collecte, par exemple, vos données. Mais pour la plupart des antivirus, ils ne sont pas là pour nuire à votre système. Ils peuvent collecter vos données. Là, ce n'est pas seulement les antivirus, il y a plusieurs logiciels qui le font. D'ailleurs.
Ils peuvent collecter vos données, bon, prendre certaines informations, mais mettre à mal ou bien créer un dysfonctionnement dans votre système. C'est très rare de trouver des antivirus comme ça. Sauf si c'est que dès le départ même, c'est un virus qu'on a masqué sous le nom d'un antivirus. C'est plus clair maintenant? D'accord, merci, monsieur. Oui, OK. Noël, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Je voudrais Oui, savoir, est-ce bonsoir. qu'un antivirus à lui seul peut lutter efficacement contre un botnet? Allô? Ah, excusez-moi, mon micro était coupé. Oui, je disais que ça dépend de l'antivirus, de sa performance, de son efficacité. Mais en général, je dirais non. Il y a des bots qui sont bien sophistiqués dans leur conception. Et il faut des mesures supplémentaires pour vraiment le contrecarrer. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, merci. On peut avancer? oui, Oui, monsieur c'est Ramzi. Alors, monsieur, bonsoir. Désolé pour la Oui, question. je vous écoute, En fait, bonsoir. j'aimerais savoir comment fonctionne en fait un antivirus. C'est-à-dire comment l'antivirus arrive à pouvoir détecter que là, c'est peut-être un virus et comment l'antivirus arrive à pouvoir gérer, organiser ou bien, je ne sais pas comment dire, pouvoir en faire en sorte que euh, le virus ne puisse pas se commettre des désordres, par exemple dans l'ordinateur ou bien dans un appareil. Ok. Le fonctionnement de l'antivirus, bon, déjà, comment il fait d'abord bon, pour la détection, quand même, j'avais expliqué cela, c'est bon? Ou bien je dois expliquer ça parce que vous n'étiez pas là? Si, si, j'étais là, mais je n'ai pas bien saisi en fait. Oui, je disais que pour détecter, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà, dès le départ, collecté d'informations sur le virus, sur le comportement des virus. Leur nom, leur comportement, le programme auquel il s'attaque, comment il procède pour attaquer le système. On est d'accord? Oui, Monsieur oui, c'est Noël, on est ça. ensemble? Oui. Donc, ces informations sont déjà stockées dans sa base de données. Maintenant, une fois qu'il est là dans votre système, il est activé. Qu'est-ce que l'antivirus fait? Je le disais, comme je le disais, il supervise le fonctionnement de toutes les applications. Il évalue le comportement. Il voit comment les programmes là se comportent. Maintenant, si trouve donc un comportement, mais un programme qui se comporte, ou bien qui a un comportement similaire à un virus qu'il a dans sa base de données, alors là, il bloque le fonctionnement de cet antivirus. Déjà, il faut le dire, l'antivirus travaille, on va dire quoi, directement avec le programme de base, le programme de fonctionnement de base de votre système d'exploitation même. C'est bon? On est ensemble? oui. Oui, donc ça veut dire qu'il a Oui, oui, on ça va dire va. quoi, certaines Ça va. permissions. Ça veut dire que l'antivirus a certaines permissions pour pouvoir bloquer ou bien autoriser le fonctionnement de certains programmes. C'est bon? Oui, oui, ça va. C'est bon pour Noël? Pour moi, c'est bon, monsieur. C'est plus clair maintenant? OK. On avance. Euh, Antivirus et mise à jour. Les bonnes pratiques. Déjà, ce qu'il faut savoir, les bonnes pratiques en ce qui concerne les antivirus et les mises à jour, c'est qu'il faut installer un antivirus reconnu et le maintenir à jour en permanence. Installer un antivirus reconnu. Bon, un antivirus reconnu, surtout en termes de crédibilité et de son efficacité pour lutter contre les virus. On est d'accord? Est-ce que les utilisateurs de Kaspersky ici?
Moi, je n'ai pas. Moi, c'est plus Avast. Ok, bon, je veux. Bon, moi, je parle de Kaspersky parce que c'est le plus, c'est l'antivirus. Ok, je suis le plus familiarisé. Il y a quelqu'un qui utilise Kaspersky? Bon, Oui, c'est pas grave. monsieur. Blandine l'utilise. Oui, Ok, j'utilise Capes. ok. Si vous avez remarqué dans votre Kaspersky, arrivé à un certain moment là, il vous signale en rouge pour dire, pour demander de faire la mise à jour. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais il le fait Oui, automatiquement, je l'ai programmé. ok, ok, vous l'avez programmé, c'est une bonne chose. Mais si vous ne l'avez pas programmé, il vous demande souvent de faire la mise à jour de la base de données, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, cette base de données, en fait, c'est quoi? C'est que quoi? Euh, il a enregistré d'autres comportements, même d'autres virus dans la base. Donc, il met juste cette table à jour. C'est pour que, si c'est que il retrouve ce comportement dans votre système, il soit à mesure de le bloquer. Donc, tant que le virus n'est pas recensé dans sa base de données et son comportement, alors il ne pourra pas détecter cela comme un virus. Il va le laisser fonctionner comme un programme normal. On est d'accord, non? Voilà pourquoi on Oui, dit oui. qu'il faut installer l'antivirus et le maintenir à jour en permanence. La mise à jour consiste à compléter la base de données de l'antivirus. OK. Deuxième pratique, ne jamais désactiver la protection en temps réel. On a déjà, euh, on a déjà expliqué en quoi consistait la protection en temps réel. C'est permettre à l'antivirus de sillonner le système en permanence pour évaluer le comportement de différents programmes, donc pour savoir si c'est un virus ou pas. Maintenant, faire des scans complets périodiquement. Ici, même lors du tri, même lors de la protection en temps réel, il y a certains programmes qui peuvent lui échapper. Maintenant, il est donc recommandé de temps en temps de lancer un scan. Le scan ici, c'est juste permettre à l'antivirus d'effectuer une supervision ou bien une fouille systématique et de manière beaucoup plus complète pour détecter les virus de manière beaucoup plus profonde. C'est bon? Maintenant, en ce qui concerne les mises à jour, un de Windows, Mac et Linux proposent fréquemment des mises à jour. Et même les smartphones reçoivent régulièrement des correctifs pour combler les failles. Deux, activer la mise à jour automatique pour tous les logiciels critiques, le système d'exploitation, le navigateur et puis les applications courantes. Troisième point, vérifier régulièrement si un logiciel spécifique nécessite une mise à jour manuelle. Bon, ici, ce sont les recommandations. On va dire quoi? Pour effectuer les mises à jour, bon, on a déjà montré l'utilité de la mise à jour, n'est-ce pas? On a que la mise à jour permet de corriger certaines failles, ou bien le dysfonctionnement, ou bien le bug dans le fonctionnement des logiciels et des systèmes. Donc voilà pourquoi il faut accepter, ou bien il faut autoriser les mises à jour de votre système et de certains logiciels. Mais toutefois, je vais sonner l'alerte. Rassurez-vous euh, des sources de téléchargement de vos mises à jour. Sur Windows, je crois qu'ils appellent ça comment? C'est Microsoft Store. C'est à partir de là qu'il faut faire la mise à jour de vos logiciels sur Windows. Pour Mac, je n'utilise pas Mac, je ne sais pas, mais je crois qu'ils ont également une équivalence de Play Store. Je crois qu'ils appellent ça App Store. Oui, c'est uniquement à partir de ces sources-là qu'il faut faire la mise à jour de vos logiciels. Maintenant, sur nos smartphones, Android, c'est Play Store. Et pour les iPhones, c'est à partir de App Store qu'il faut faire la mise à jour de vos logiciels ou bien de vos systèmes. Parce que ces sources sont considérées comme fiables par les constructeurs du système en somme. Donc, n'acceptez pas une mise à jour clandestine qu'on vous propose là comme ça. Il y a forte chance que ce soit un virus qu'on est en train de vous proposer. Et là, ça va venir.
créer un dysfonctionnement dans votre système. Donc, faites les mises à jour, mais rassurez-vous euh, de la source où vous téléchargez ces mises à jour. Autre chose également, en ce qui concerne les mises à jour, dès qu'ils sont disponibles, on recommande généralement de faire les mises à jour tout de suite. Bon, moi particulièrement, j'ai eu une mauvaise expérience où je fais une mise à jour. J'espère qu'on me reçoit toujours. Monsieur Dada, vous pouvez me confirmer qu'on me reçoit toujours? On vous reçoit, monsieur. Ok, Oui, merci oui, beaucoup. on vous reçoit, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup. Je disais que j'ai fait une mauvaise expérience. Ouais, j'ai eu une mauvaise expérience avec une mise à jour qui m'a coûté des packages. Bon, qui m'a coûté le fonctionnement de mon logiciel. Bon, ce que je recommanderais, c'est que, en ce qui concerne les mises à jour, quand elle est disponible, ou bien une version d'un logiciel est disponible, allez sur le net et renseignez-vous sur la disponibilité de sur le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité ou bien de cette mise à jour qui est disponible. Sûrement, il y a des personnes qui ont eu à tester cela. Lisez le commentaire sur son fonctionnement, les problèmes que ça rencontre et comment le corriger pour que ça ne puisse pas créer un bug dans votre fonctionnement. Je prends par exemple le cas de Python. Python, c'est un logiciel de programmation. Je me rappelle, il y a une version, comme ça là, j'utilisais une version antérieure. Et dès que la nouvelle version est sortie, je suis allé directement télécharger. Or, cette version-là n'était pas encore stable. Ce qui fait que dès que je l'ai installé, ça a créé un dysfonctionnement dans le logiciel qui était déjà en place. Le paquet que j'avais installé, j'avais tout perdu. Et ça m'avait beaucoup coûté puisque le paquet que j'avais installé, on va dire quoi, c'était plus d'un giga en fait, ce package. Ce qui fait que j'ai perdu d'abord tous ces packages qui me permettaient d'exécuter certaines tâches. Certains, même, j'avais du mal à me souvenir de leur nom. Je les ai perdus et j'ai récupéré certains. Et puis, bon, ça fait un bon bout de temps que j'ai pu récupérer tous ces logiciels. Donc voilà, par exemple, c'est parce que dès que c'était disponible, je me suis lancé tout de suite à télécharger cette mise à jour sans comprendre le problème que cette version rencontrait. Donc il est essentiel, surtout pour les logiciels, de se rassurer de la stabilité du logiciel ou bien de la version disponible. Et ces problèmes, on a plus ces problèmes avec le logiciel tournant sur Linux. Donc, avant de faire les mises à jour, ben, de migrer d'une version à une autre, rassurez-vous de la stabilité de cette version. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. C'est bon pour tout le monde? Oui, Oui, monsieur. OK. OK, C'est bon. avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? OK, pas de ben, questions. monsieur, oui, Oui, c'est-à-dire, par rapport à l'action de l'antivirus, oui, parfois on oui. nous demande de mettre en quarantaine ou de supprimer. Et souvent on nous dit que c'est mieux de mettre en quarantaine au lieu de supprimer. Parce qu'en général, peut-être il ne connaît pas, par exemple, le comportement d'un programme et il le prend comme un virus, comme vous avez dit tout à l'heure. Et s'il le supprime, il y aura un dysfonctionnement dans le système. Alors qu'en réalité, c'était un programme qui était légitime. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir? Mettre en quarantaine ou supprimer en même temps? Bon, c'est un programme légitime, n'est-ce pas? Il va d'abord le mettre en quarantaine. Bon, il va vous demander si vous voulez mettre ce programme en quarantaine ou pas. Ça, c'est généralement ce que Voilà, proposent les antivirus. Si vous oui, trouvez que c'est un programme légitime, alors vous dites de ne pas le mettre en quarantaine. On est d'accord, n'est-ce pas? d'accord. Et si vous n'êtes pas aussi sûr de son fonctionnement, vous Voilà, pouvez donc lui proposer de le mettre en quarantaine afin peut-être d'évaluer, de chercher d'autres informations sur le programme en question. On est d'accord, n'est-ce pas? voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que à l'avance, on ne connaît pas parce qu'on fait le scan, il nous dit qu'il a détecté une menace. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre en quarantaine ou pas? En général, Bon, bon, mais on ne connaît pas à l'avance de quoi il s'agit. donc, là,
Si on ne connaît pas de quoi il s'agit, il faut mettre le programme en quarantaine. Maintenant, aller chercher les informations sur ce programme. Maintenant, dès que vous avez donc une confirmation sur l'identité du programme en question, à partir de là, vous pouvez donc décider s'il faut supprimer le logiciel ou pas. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, il y avait une autre main levée. Euh, C'était pour savoir, bon, on entend souvent dire que sur Linux, on n'a pas besoin des antivirus. J'aimerais savoir si c'est vrai ou c'est juste une légende. Ok, merci beaucoup pour la question. Mais généralement, bon, il ne propose pas. On va dire quoi? Ce qui est sûr quand même, les virus qui sont sur Windows ne peuvent pas se retrouver sur Linux. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, et sur Linux, les attaques, ce sont pas on va dire quoi, ce sont pas les attaques de bas niveau où c'est un virus qu'on envoie seulement comme ça. Non, 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 non. Ce sont des attaques de très, 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 très haute performance. Donc, généralement, les antivirus, bref, on les utilise généralement pas sur Linux. C'est D'accord, bon? monsieur. Oui, oui, c'est bon. Oui. Oui, monsieur Ondo. Oui, c'est madame. Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Oui, Merci bonsoir, de m'avoir monsieur. donné la parole, monsieur. Euh, alors, ma question, c'est par rapport à l'antivirus et par rapport au virus, bien sûr. Lorsque vous avez entamé votre exposé, vous avez l'antivirus en tant qu'un programme, n'est-ce pas, qui Oui, aide oui, à neutraliser les virus qui sont tout aussi en même temps. Et oui. moi, en fait, ma préoccupation est comment est-ce que l'antivirus réussit à détecter que ce programme qui est entré dans le système de l'homme est un programme malveillant. Parce que quelque part, bon, je me dis, il y a sûrement, en fait, on appelle ça comment un programme, n'est-ce pas? Si on reste toujours dans le domaine Windows, ils sont toujours attachés des signatures digitales qui sont attachés à des programmes. Ma question est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un certain mécanisme de vérification, c'est-à-dire à partir d'une base de données, et de savoir que telle signature digitale, on considère ça comme un virus, que ça soit un virus ou pas. Il faut aussi dire qu'il y a des fausses alertes, c'est-à-dire un programme que vous allez installer sur votre système, mais que l'antivirus va détecter en tant que virus, même si c'est un virus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, en fait, c'est ce qui m'amène en fait à l'idée de la signature digitale. Digitale peut être signalé comme étant un virus, même si ce programme n'est pas un virus. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez éclairer ou bien aller un peu plus en détail par rapport à cela? Merci. Ok. Oui, c'est comme je le disais, l'antivirus se base sur le comportement du programme, une fois qu'il fonctionne dans le système. Vous vous avez parlé de la signature numérique, tout ça. Oui, on peut avoir une signature, qu'on va dire, fiable pour un programme également. On est d'accord, n'est-ce pas? Sur cela, Bien sûr. voilà, on se baser sur cela, puisque c'est trompeur. L'antivirus va se baser sur le comportement ou bien le fonctionnement du logiciel ou bien du programme en question dans le système. Comment il se comporte? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On est d'accord, n'est-ce pas? S'il Mhm. commence à collecter des données, il va vous signaler qu'il y a tel programme là qui est en train de collecter des données. Il est susceptible. Bon, il est probable que ce programme soit un virus. Il va vous dire ça. Il va le mettre en quarantaine pour le moment. Et puis, ou bien il va créer il va vous alerter tout de suite là. Qu'il y a tel programme là qui est en train de faire telle chose qui est contraire
bon fonctionnement d'un système. Par exemple, il est en train de collecter vos données. Est-ce qu'il faut le mettre en quarantaine ou bien est-ce qu'il faut le supprimer? On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, l'antivirus se base plus sur le comportement du programme, le fonctionnement du programme pour juger si ce programme est légitime ou pas, si ce programme est un virus ou pas. C'est bon? Oui, je suis d'accord avec vous, mais avec une certaine mesure. C'est-à-dire, il y a certains programmes qui demandent parfois, comment on appelle, euh, certains privilèges de l'accès, tu vois, l'accès qui n'est pas, par exemple, donné à des programmes en général. Et lorsque le Mhm. programme essaie d'avoir cet accès dans le système, l'antivirus voit ça comme en fait une activité anormale et signale ça en fait comme étant un virus, même si même en fait ce n'est pas un virus. Vous voyez, c'est assez c'est un peu détaillé en fait. C'est pas forcément que le programme est malveillant ou bien le programme a un comportement suspect, si on peut le dire ainsi. Parfois, le programme peut demander certains privilèges, certaines permissions d'accès qui ne sont pas en fait normales pour les autres programmes en fait. Et l'on ça comme étant une activité anormale et s'il y a ça comme étant ce n'est pas un virus. Je ne sais pas si vous êtes OK. Là, ça veut dire simplement que ce programme n'est pas, c'est-à-dire que le comportement de ce programme n'est pas enregistré dans sa base de données. Comme je l'ai dit, il se base également sur la base de données qu'elle a stockée pour juger également. C'est bon? oui, 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 Voilà. oui, 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 je suis d'accord. Merci, C'est merci. bon maintenant, c'est beaucoup plus clair. Oui, C'est bon, merci, on peut oui, avancer. merci. OK, merci. OK, gestion des correctifs. Oui, Madame Jeanne, oui, c'est mademoiselle. Mademoiselle, OK, excusez-moi. bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, bonsoir, Alors, mademoiselle. on utilise le terme antivirus pour le programme malveillant virus ou ça peut être utilisé pour tous les programmes malveillants. Bon. Il est bien vrai qu'ils conservent le nom, mais les antivirus, ils font plus que cela maintenant. Il y a des antivirus qui intègrent la lutte contre plusieurs autres attaques à l'intérieur. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que les antivirus ne sont pas uniquement utilisés pour lutter contre les virus, mais bien d'autres attaques aussi. Si tu peux arranger moins la réunion, là, on va passer par ça. D'accord. Ok, c'est bon? Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Monsieur qui est intervenu tout à l'heure parlait de signature. Monsieur, mais les signatures là, c'est pas en rapport direct avec la base de données que possède déjà l'antivirus. Non. La signature, ça prouve juste que c'est un programme. Bon, quoi que je l'ai expliqué la semaine dernière, non? La signature ici relève du domaine de l'intégrité du programme. C'est juste pour signifier que le programme que vous avez téléchargé n'a pas été modifié par une autre personne en cours de route. C'est bon? Mais monsieur, les virus eux-mêmes Oui. n'ont pas de sorte d'empreinte numérique, des trucs comme ça. Ça dépend de comment ils sont introduits dans votre système. D'accord, monsieur. Donc, monsieur, l'antivirus, lui, on va dire, il compare un peu le programme qu'il a en face de lui avec les données qu'il a déjà recueillies. Oui, dans sa base de données, oui. D'accord, monsieur. Merci. Voilà. Je vous en prie. OK, je repose encore ma question. Il y a des profils data science ici. Toujours personne. OK. Gestion des correctifs. Pourquoi les correctifs? On dit que même un antivirus ne peut pas protéger contre toutes les failles. Là, j'ai déjà expliqué pourquoi.
surtout si sa base de données n'est pas à jour. On est d'accord, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà. Maintenant, on dit le correctif corrige les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par les pirates. Donc, l'objectif d'un correctif, c'est de corriger une faille qu'un attaquant peut exploiter pour attaquer votre système. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques en fil pour pouvoir permettre au groupe 5 de pouvoir présenter? Les bonnes pratiques, il faut installer les correctifs dès leur disponibilité, surtout pour les systèmes d'exploitation et les logiciels exposés à Internet. On est d'accord? Maintenant, quelle est la différence entre un correctif et une mise à jour? Excusez-moi. Oui, comme je viens de le dire, c'est qu'avant de faire une mise à jour, vérifiez d'abord le fonctionnement de cette mise à jour, ce que j'avais dit. Mais maintenant, pour un collectif, le collectif, c'est que quoi? C'est aussi une sorte de mise à jour. Sauf que cette fois-ci, c'est une mise à jour qui vient pour corriger un dysfonctionnement bien précis. Si c'est qu'on le publie, ça veut dire que c'est un truc qui a été vérifié, testé et que c'est fonctionnel. Là, appliquez-le directement. Contrairement à une mise à jour quelconque, une mise à jour lambda. Une mise à jour lambda, ça peut être pour faire quoi? Améliorer, par exemple, l'interface utilisateur, par exemple, simplement. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, voilà la différence entre une simple mise à jour et un correctif. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Voilà. Donc, s'il faut donc résumer, c'est que quoi? Pour une mise à jour, rassurez-vous de la stabilité de cette mise à jour. Pour un correctif, appliquez-le tout de suite parce que ce sont des correctifs qui ont été, ou bien ce sont de fonctionnalités, ou bien de fonctionnements qui ont été testés avant d'être mis à disposition. OK. Autre chose, on demande de prioriser les correctifs de sécurité avant les correctifs fonctionnels. Bon, c'est tout à fait normal. Pour les entreprises, mettre en place une gestion centralisée des correctifs afin de garantir que tous les postes sont protégés. Ça veut dire quoi? Avant de pouvoir appliquer une correction ou bien un correctif en entreprise, ça c'est quoi ça? Avant de pouvoir appliquer un correctif, Avant de pouvoir appliquer un correctif dans une mise à jour, en entreprise, il faut que ce correctif soit centralisé. Donc, ça peut être par l'admin, ça peut être par on va dire quoi? Ça peut être par le service informatique. Eux-mêmes, ils vérifient d'abord que ces correctifs répondent ou bien soient nécessaires pour le fonctionnement du système avant de déployer dans ces mises à jour, ou ces correctifs dans tous les systèmes en même temps. C'est pour que tout le monde soit à jour en même temps. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, OK. c'est bon, monsieur. Ok. Merci. OK. Point suivant. Sécurisation de smartphones. OK. Sécurisation des smartphones. Les principes généraux, on dit les smartphones sont de postes de travail mobiles, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer avec, souvent exposés à Internet, pas souvent, mais généralement, et aux applications tierces. Leurs vulnérabilités peuvent servir à voler les données ou espionner. Là, on n'en dit même pas. C'est ce qui est même si on ne le veut pas. Maintenant, les bonnes pratiques, faire les mises à jour des systèmes et des applications et activer l'auto-update. Bon, ici, on dit qu'il est recommandé de faire les mises à jour. Comme je l'ai dit, si nous sommes sur Android, faites-le sur Play Store uniquement, de préférence. Ou alors, rassurez-vous bien de la mise à jour qu'on vous propose avant de pouvoir l'accepter. Que ce soit pour le système ou bien pour un logiciel. Pour les systèmes, il y a par exemple le cas des technos. J'ai déjà eu à faire face à ces problèmes-là, surtout avec les téléphones techno. Il est bien vrai que c'était dans les années antérieures, où des mises à jour ont carrément foiré le système d'exploitation embarqué dans le smartphone. Et on n'a presque pas résolu ce problème. Donc, bon, bref, moi, je n'ai même pas réussi à résoudre ce problème de toute façon. Du coup, on est obligé seulement de jeter le téléphone là comme ça. Donc, rassurez-vous de la source
les mises à jour que vous faites. Maintenant, installation depuis la source fiable, oui. App Store, ça c'est pour les iPhones, Google Play Store pour les systèmes Android. Maintenant, verrouillage renforcé. Utiliser un mot de passe long, géométrie, authentification à double facteur sur les comptes critiques. Là, on a déjà expliqué. Application de sécurité, antivirus mobile ou solution intégrée, iOS, Android Security. Maintenant, chiffrement des données si c'est disponible. Permission maintenant, il faut limiter les permissions. Ne donnez pas accès à n'importe quoi pour n'importe quelle application. En accord, je vais prendre le cas, par exemple, de quoi? Euh, on va prendre quel programme là? Par exemple, est-ce qu'un jeu vidéo sur votre mobile a besoin d'avoir une autorisation pour accéder, par exemple, à votre caméra? Bon, disons, c'est un jeu vidéo, comme je suis pas trop bon là. Donc, vous voyez, si c'est que de tels programmes qui n'ont rien à foutre avec ça, vous demandent, par exemple, une telle autorisation. Personnellement, je ne recommande pas de les accepter. On est d'accord, non? Oui, 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 on est C'est bon pour tout le d'accord. monde, on ne reçoit plus. Donc, et par exemple, il y a certaines fonctionnalités. Par exemple, le GPS. Bon, il y a d'autres qui laissent le GPS activé n'importe comment. Bon, je ne recommande pas ça généralement. Bon, monsieur, vous avez dit que c'est bizarre. Vous pouvez vous expliquer. Bon, en tout cas, il va nous dire. Bon, je ne recommande pas, par exemple, d'activer en permanence votre GPS ou même votre localisation. Puisqu'à partir de là, on peut également vous tracer. Et c'est pas trop bon pour la sécurité, même pour votre propre sécurité. Donc, GPS, activez ça uniquement quand vous avez besoin de cela, quand c'est nécessaire, et désactiver une fois que c'est fait. Par exemple, les recherches, vous n'avez pas besoin d'activer. Il est bien vrai que Google demande ça souvent pour améliorer la recherche. Non, 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 non. Je préfère ne même pas activer ça. Donc, activez votre localisation uniquement quand vous en avez besoin, ou quand c'est nécessaire. Et dès que vous finissez de l'utiliser, désactivez cela. Là, c'est ma recommandation. C'est également pour votre sécurité. Oui, il y a Maurice qui dit que en parler, la localisation peut aider à la localiser l'appareil. Oui, ça peut aider. Bon, moi, je reste optimiste et je me base sur le fait que je peux pas perdre mon appareil comme ça. Déjà, même pour pouvoir le faire, il faut avoir activé la quoi sur Android, c'est Find My Device, un truc comme ça. Donc, si vous voulez pouvoir tracer votre téléphone en cas de perte. Donc, voilà, en fait, ça. Mais qui est-ce qui va laisser le téléphone allumé une fois qu'il a, par exemple, bon, si c'est que c'est tombé, là, c'est peut-être, si c'est que c'est un truc qui est tombé et que personne l'a retrouvé, là, c'est encore valable. Mais si c'est que c'est un téléphone qui a été volé, mais tout de suite, la personne va d'abord commencer par éteindre l'appareil. Donc, de toute façon, je ne recommande pas ça trop. Et on a un témoignage, il y a Amalia Madeleine qui dit que elle était trop déçue par la localisation. On ne sait pas pourquoi, c'est son histoire. Ok, donc je suis avec Amélie, je ne recommande pas. Je suis avec Amalia, donc je ne recommande pas d'activer la localisation. Ok, je crois que c'est tout pour ma présentation. Le reste, c'est le cas pratique. Et le cas pratique, oui, on a Ondo qui a une main levée. Pour les cas pratiques, ça sera un exercice. Non, je vais choisir les gens qui vont faire ces exercices-là. Oui, vous avez la parole avant qu'on Oui, ne parte. merci. Oui, s'il vous plaît, soyez bref. Le groupe 5, Merci, monsieur. préparez-vous. OK. Est-ce D'accord. que... Un instant, s'il vous plaît. En fait, Un instant, un instant. au niveau, Un puisqu'on instant, parlait des pardon. antivirus, au Un niveau instant, des s'il vous smartphones, plaît. Est-ce qu'on me reçoit? Monsieur d'accord. Ondo, un instant. Est-ce que Stacy est toujours dans la salle?
Si elle est là, oui, qu'elle se prépare déjà, ou bien le groupe 5, préparez-vous de toute façon. Oui, Amélie, vous ne m'avez pas fait le message comme, comme je vous ai demandé. Maintenant, je me retrouve en train de chercher votre message. Ah, ok, c'est bon, je viens de trouver. Bon. Ok. Oui, vous pouvez aller, monsieur Ondo, pendant que je télécharge le fichier. Et merci, Monsieur Bamo. Monsieur En Ondo, fait, vous avez la... vous m'entendez là? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Oui, on Bamo? Oui, vous oui, reçoit oui, parfaitement. oui, oui, on vous reçoit. Oui, on vous Oui, reçoit. on Oui. vous entend. Ah, ok. J'ai l'impression que le retour est lent là. En fait, ce que je disais, bon, je vais aller très vite. Ce que je disais, c'est, je voulais juste en fait poser la question de savoir si c'était nécessaire, même au départ, d'avoir un antivirus dans un téléphone, c'est-à-dire comme on en a besoin pour un ordinateur. Est-ce que c'est la même chose? Ça, c'est ma première question, elle a deux volets. Le deuxième volet, c'est de savoir si, par exemple, il y a des applications qui demandent la géolocalisation pour fonctionner. Et lorsque, le plus souvent sur Android, on a toujours trois options, si je me rappelle bien. On a l'option d'activer, par exemple, le paramètre qui est demandé pendant l'utilisation de l'application, c'est-à-dire après avoir utilisé l'application. Je crois que l'accès si c'est la géolocalisation, ça va s'arrêter, ou bien on doit l'arrêter manuellement, je ne sais pas, ou bien de laisser ça en permanence, ou même de ne pas donner l'accès. Je crois que ce sont ces trois paramètres-là. Donc, en fait, ce que je voulais vous demander, Monsieur Bamo, c'est dans le cadre où l'application en fait demande l'accès forcément, c'est-à-dire il y a des applications comme pour les banques pour transférer de l'argent. On demande toujours forcément la géolocalisation. Il y a certaines applications qui fonctionnent comme ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas il faut pas donner l'accès parce qu'on se méfie on ne sait jamais ce qui peut arriver, ou on suit voilà l'instruction que l'application nous demande de faire. Merci. Monsieur Bamo est là. C'est comme s'il est parti. Oui, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Ah. Peut-être Mais reprenez il a votre été question, on déconnecté. va essayer d'en parler. En fait, ma préoccupation, j'avais deux préoccupations, c'est-à-dire l'antivirus, comme on en a besoin dans un ordinateur normal Windows, est-ce que c'est réellement nécessaire sur un smartphone? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un antivirus sur un smartphone? Parce que moi, par exemple, je me rappelle, j'avais Total 360 Security. J'utilisais ça à un moment donné, mais après, j'ai désinstallé cela et je n'ai pas vu la différence, en fait, entre avoir cela et ne pas l'avoir. Donc, du coup, je me dis, bon, en termes de, puisqu'on est dans le cyber security, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un antivirus dans un téléphone Android, par exemple? Restons sur Android, ce qui est simple. Et la deuxième préoccupation, c'est, euh, euh, par exemple, l'utilisation lorsque l'application demande à l'accès
à votre géolocalisation. Parce qu'il y a des applications comme des applications de banque lorsqu'on veut transférer de l'argent qui demandent forcément la géolocalisation. Il y a pas moyen d'utiliser en fait l'application. Et je me rappelle sur Android, il y a toujours ces trois options-là qu'on propose, c'est-à-dire ne pas donner l'accès totalement ou donner l'accès pendant qu'on utilise cette application ou donner l'accès en permanence, c'est-à-dire de façon automatique. Donc, moi, en fait, je voulais comprendre de son côté, puisqu'il disait qu'il se méfiait, en fait, des applications qui demandent la géolocalisation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans ce cas-là, par exemple, si on veut transférer de l'argent et qu'on demande la géolocalisation? Voilà un peu mes deux préoccupations. J'ai d'abord une question. Ouais, Ton téléphone, on peut le merci, pirater, oui ou non? merci beaucoup. Bon, je commence par la dernière question. Bon, moi, je pense que s'il a parlé comme ça, c'est par rapport à la sécurité. Parce que lorsque la géolocalisation est activée, toute personne, n'est-ce pas, qui a accès à ton téléphone a la possibilité de te localiser. Donc, je pense que c'est un problème de prudence et de sécurité. Et c'est pourquoi il a demandé à ce que, n'est-ce pas, qu'on prenne soin, qu'on soit vigilant, n'est-ce pas, par rapport à l'activation. Bon, maintenant, si, par exemple, comment on appelle ça, l'exemple que vous avez donné, la banque, mais vous êtes obligé de transférer de l'argent. Donc, bon, je pense qu'il faut prendre l'option intermédiaire, c'est-à-dire l'activer pendant que vous faites votre opération. Et dès que l'opération termine, et puis il s'arrête de fonctionner. Pour moi, personnellement, je je l'active pas. Je n'active pas mon GPS, mon géolocalisation. Je l'active pas. Et je ne l'active que quand il y a vraiment besoin. Ouais, parce que vous êtes tracé, hein, vous êtes tracé. Bon. En tout cas, je le comprends, moi, parfaitement, je le comprends. Donc, euh, personnellement, je n'active pas ma géolocalisation. Et GPS, je l'utilise quand j'en ai vraiment besoin. Voilà. Maintenant, par rapport à la première question, pour l'antivirus du téléphone, bon, moi, je pense qu'il faut attendre M. Bamo. Peut-être il pourra nous donner plus d'informations là-dessus, quoi. Mais Oui, en fait, personnellement, je n'en ai pas dans mon téléphone. merci, L'antivirus, monsieur Ndiaye. Ah, l'antivirus, l'antivirus dans le téléphone, il est comme dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, si on met les applications, c'est parce que nous avons un système d'exploitation. C'est à travers le système d'exploitation qu'on arrive à communiquer avec notre ordinateur. Dans le téléphone aussi, c'est la même chose. Nous avons un système d'exploitation. Ce système d'exploitation nous permet de communiquer avec nos téléphones, parce que ces applications que nous utilisons. Bon, maintenant, moi, la question que moi je veux poser, est-ce que on n'arrive pas à réaliser nos transactions bancaires avec nos téléphones? Donc, si on arrive déjà à excusez-moi. réaliser si on arrive à réaliser nos transactions bancaires avec nos téléphones, parce qu'on sait déjà que nos téléphones, en un mot, un mini-ordinateur. Par conséquent, nos téléphones, on peut les pirater. Parce que lorsqu'on se décide de se connecter sur Internet, que ça soit l'ordinateur ou le téléphone, ça a l'habilité d'être piraté. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre aussi. Donc, l'antivirus est là juste, comme même il a bien dit. Et si nous-mêmes, nous faisons bien les recherches, bon, je ne sais pas si tu as fait réseau, parce que tu devais un peu bien comprendre là-dessus, tu verras que l'antivirus met on va dire comment l'antivirus fonctionne comme un cercle. Je vais prendre un exemple simplement comme ça, comme un cercle. Il y a des virus à l'intérieur que l'antivirus est censé maîtriser. Donc, automatiquement, lorsqu'un virus similaire du cercle qui est à l'extérieur rentre dans le cercle, automatiquement, l'antivirus se reconnaît déjà, donc automatiquement, il est censé anéantir. C'est vrai que nos téléphones ne sont pas comme Windows. Par exemple, moi, j'utilise le 11 et le système Linux. Dans le 11, il y a Windows Defender.
Mais le fait qu'on utilise Windows Defender, ce n'est pas une sécurité absolue directement. Ça nous permet d'avoir d'autres antivirus aussi. Parce qu'on sait que ce serait la amabilité de jouer son Excusez-moi. antivirus. Pour la question du monsieur au sujet de savoir si sur smartphone, les antivirus sont obligatoires, la réponse est un peu plus nuancée. Selon le peu qu'on sait, on utilise généralement, on va dire en gros, deux systèmes d'exploitation sur smartphone. Sur les smartphones Android, bon, le système utilisé, c'est Android. Sur les smartphones de la gamme Apple, c'est iOS. Généralement, sur les iOS, on n'a pas vraiment besoin d'installer un antivirus parce que Apple lui-même utilise déjà un système fermé, très strict. On va dire chaque application fonctionne dans son propre compartiment. Il ne partage pas trop de données. Je sais qu'un antivirus, en vérité, a besoin de partager les données ou accéder aux données d'autres programmes. Mais sur Apple, c'est généralement pas possible. Donc, un antivirus sur Apple, c'est globalement inutile, si on peut dire ça comme ça. Mais on ne va pas Maintenant, dire que sur les c'est inutile. On ne va pas dire que c'est inutile. Parce que si déjà Apple demande au client qui a le téléphone de faire les mises à jour, souvent du système, c'est parce qu'il sait l'utilité que ça. On ne peut pas dire que c'est inutile. C'est inutile. Tout ce qui est dans un téléphone attention, mon joue un frère, rôle dans ce attention. Excuse-moi un moment. Tu dis bien, il demande de faire des mises à jour du système, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on dit. Quand on parle d'antivirus, tu n'as pas nécessairement besoin d'installer encore un antivirus. Je ne sais pas Non, si je je, me fais un peu comprendre. je ne parle pas dans l'obligation d'installer, mais nous sommes censés avoir des antivirus. Parce que ne voyons pas l'utilité de l'antivirus seulement dans l'ordinateur. Il faut aussi voir l'utilité de l'antivirus dans le téléphone. Ne pensons pas que Ça, non. regardez les gars. Ne En ce qui pensons pas concerne, que l'ordinateur qui a m'habité d'être piraté. Le téléphone en aussi ce a qui m'habité concerne, d'être piraté. en ce qui concerne l'antivirus, comme vous pouvez le dire, voilà le principe ici, que lui, il a eu l'antivirus dans son téléphone et le bout de temps qu'il a eu à avoir l'antivirus et après l'avoir désinstallé, il n'a vu que l'antivirus n'était pas important. S'il a constaté que l'antivirus n'était pas important, c'est simplement parce que au moment où il a eu l'antivirus, il n'a pas eu des virus détectés. Et s'il avait eu des virus détectés, l'antivirus devait montrer qu'il y a un virus. Mais comme il n'a pas vu, il n'y a pas eu d'antivirus, il n'y a pas eu de virus, c'est normal qu'il ne puisse pas voir l'utilité. Pour lui, il pense qu'il n'y a pas d'utilité, mais en tout temps, il y a une utilité. C'est juste que son téléphone n'a pas été menacé. Et après, après avoir désinstallé l'antivirus, il se peut aussi qu'il y a déjà des virus, mais comme il a désinstallé l'antivirus, pour lui, il s'est dit que comme ça ne se présente pas, il n'y a pas de, il y a pas de virus. Et pour lui, à cause de ça, il peut se dire que l'antivirus n'est pas important. Mais moi, je pense quand même que l'antivirus est important d'être installé dans le téléphone. Si son téléphone était menacé, l'antivirus qu'il avait dans son téléphone, je pense bien, devait manifester, devait montrer qu'il y a un virus. Mais comme son téléphone a certainement été clean au moment où il a eu installé l'antivirus, il a pour lui estimer peut-être que voilà, l'antivirus ne fonctionne pas ou bien c'est pas important, mais c'est pas le cas. Peut-être que son téléphone était clean. Maintenant, en ce qui concerne la transaction bancaire de part et autre, monsieur pouvait nous dire tout à l'heure là que euh, il faut d'abord vérifier, chercher à voir si c'est par exemple une transaction qui se pratique à travers euh, une application et qu'on demande la géolocalisation, ce serait mieux de sortir d'abord, aller vérifier si l'application en question est fiable, si la géolocalisation dont l'application demande est fiable ou pas. À partir de là, la personne va être informée si c'est un truc normal, si c'est fiable. À partir de là, la personne peut retourner faire sa transaction. Mais dans le cas contraire, si tu n'as pas l'information, tu te lances juste comme ça, tu peux être aussi tracé, en fait. Bon, ça, c'est ma part des choses, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, sur ce Ouais, point, je tout vous à fait. comprends. Mais comme moi, j'ai fait allusion aux transactions bancaires, j'ai fait allusion à un site ou à une banque où vous êtes affilié qui a créé, qui a mis en place une plateforme pour faciliter ses clients, quoi. Donc, je ne fais pas allusion à une plateforme que vous ne maîtrisez pas.
Forcément, et on prend, Mais, par exemple, un UBA, un EcoBank autant pour moi. EcoBank aujourd'hui qui a facilité les étudiants leurs transactions bancaires. Ça veut dire que tu peux faire un retrait de ton compte bancaire envoyé, par exemple, dans ton compte Airtel Money. bon, regarde, en ce qui concerne ce que tu es en train de dire, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous partez sur le net vérifier si la traçabilité ou encore l'authentification du fait que UBA ait mis en pratique peut-être un lien ou bien, je sais pas, une plateforme pour pouvoir retirer les sous ou exécuter des transactions depuis le téléphone, il y a forcément des commentaires ou d'autres comme vous ont peut-être eu à échanger à ce sujet ou encore les constructeurs de cette plateforme ou encore de ce lien ont forcément une possibilité de répondre à cette question. Il y a forcément une traçabilité, c'est qui est sûr et certain. On ne peut pas juste mettre ça comme ça là, et puis il n'y a pas la possibilité de vérifier si c'est fiable ou pas. Ouais. Il y a forcément. Mais si on fait juste à la va-vite, sans pourtant chercher, voilà pourquoi vous allez constater que même en ce qui concerne peut-être des applications, bien quoi, voilà, des programmes et des parts et autres, il y a toujours des endroits où on fait des commentaires. Ça veut dire telle personne va venir télécharger l'application et il va donner son avis par rapport à l'application peut-être. Oh bon, moi par contre, moi dans mon téléphone, concernant la version de mon téléphone, l'application n'agit pas vraiment comme ça. Voici comment ça se comporte. L'autre là-bas va venir aussi lire. Par rapport à ça, vous pourriez maintenant trouver un consensus et voir si c'est possible pour vous peut-être d'installer l'application dans votre téléphone ou pas, si l'application est fiable ou pas. C'est un peu la même chose en fait. Il y a une main levée, s'il vous plaît. Prenez la parole. Là, je ne saisis Bon, Je même parle pas là, il bien. n'a qu'à parler. bon, Il y avait deux je voulais un questions. peu, je voulais un peu essayer d'enrichir un peu sur ce que les autres disaient. Bon, le coach ici disait que n'utilisez la localisation que lorsque c'est nécessaire. Donc, il n'a pas dit que vous ne devez pas utiliser. Il a dit, méfiez-vous des applications qui vous demandent la géolocalisation s'ils n'ont pas besoin de ça. Par exemple, on peut prendre par exemple, une application de photo. Le plus souvent, pour prendre une photo, oui, bien, on n'a pas besoin de la géolocalisation. Si vous demandez ça, vous pouvez vous méfier de ça. C'est dans ce sens-là qu'il disait que de vous méfier des applications. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'utilisation des, des antivirus sur Android, De bon, ça dépend de l'antivirus. votre utilisation. Mhm. Ça dépend de votre utilisation. Si vous partez, par exemple, sur les sites de streaming louches, bon, pour aller regarder les films gratuits, télécharger les films gratuits, ah, là, vous avez besoin d'un antivirus. Maintenant, si vous vous contentez d'utiliser des Effectivement, là, je suis plateformes d'accord légales avec toi. qui viennent de Play Store, vous n'avez pas besoin des antivirus. Bon, pas vraiment besoin des antivirus. C'est un peu ce que vous voulez ajouter. Bon, les gars, excusez-moi, mais en fait, pour parler par exemple d'un appareil, il faut connaître un peu son fonctionnement. On connaît un peu le Ouais. fonctionnement des antivirus. Et si on connaît un peu le fonctionnement des OS, donc des systèmes d'exploitation, et qu'on connaît un peu comment les smartphones de Google, je vais dire quoi, d'iPhone fonctionnent, on comprend véritablement qu'en vérité, si c'est sur iPhone là, l'installation d'antivirus est presque inutile. Ça ne sert pas à grand-chose parce que un antivirus, c'est un programme qui communique avec d'autres programmes. Mais dans le cas du fonctionnement de l'OS d'Apple, ces programmes ne communiquent pas avec les autres programmes, ils ne le peuvent pas. Donc, dire qu'ils allaient réussir à, on va dire ça comment, ça va être utile d'installer un antivirus. Bon, c'est, pour te trouver ça quand même inutile, c'est gaspiller l'argent. Ça, c'est ton point de vue. Sincèrement, comme tu le dis si bien. Non, mon frère, ça ne peut pas être mon point de vue. On t'a dit c'est le fonctionnement de l'OS d'iPhone qui est comme ça. C'est pas mon point de vue, c'est le fonctionnement Bon, de leur machine. je vais te prendre un exemple. Tu utilises quel système d'exploitation sur ton PC? L'OS qu'on va dire on utilise le plus, Windows. Lequel? Je veux savoir.
Pardon? J'ai dit le 15 des systèmes, je veux savoir. Non, Le non, non, 10, attention, mon frère. Windows, c'est un même système. Quand tu vois 10, je 11, veux, ce sont simplement des mises à jour. C'est la même chose. je veux savoir si tu utilises le 10 ou si tu utilises le 11. Le 10. Le 10. Voilà. Toi, tu utilises le 10. Par exemple, au niveau du 11, moi qui utilise le 11, par exemple, j'ai eu compris que lorsque j'utilisais un Windows Defender, j'ai compris que non. À chaque fois quand je vais, par exemple, installer quelque chose, c'est comme monsieur est en train de dire. Automatiquement, ça me bouffait directement le logiciel que j'ai envie d'installer parce que ça considérait automatiquement comme une menace. Mais pourtant, c'est pas une menace. Or, l'autre antivirus que j'ai à l'intérieur, lui ne considère pas le logiciel comme une menace. Mais le fait que lui, il ne répond pas, par exemple, ça ne veut pas dire que non, mon PC est, par exemple, clean. Donc, tu te rends compte que je suis obligé de désinstaller, on va dire comment, de désactiver d'abord le Windows Defender pour pouvoir installer le logiciel, faire ce que j'ai envie de faire. Quand je termine, après, je réactive le Windows Defender. Donc voilà pourquoi j'ai te posé la question de savoir quel système tu utilisais, c'est le 10 ou le 11. Parce que si tu passes au 11, tu verras que non, tu auras la même situation. Le 10 encore, lui, il est bien. Regarde, là, Et tu parles de Windows 11, quoi. excuse-moi, je te conseille de ne plus utiliser le 10. En tant qu'informaticien dans la cybersécurité, toi-même, tu sais que tu es censé passer déjà au 11. Dans le groupe, hein, il a demandé de se déconnecter. On va continuer la semaine prochaine. Ok. Ok, bonne soirée à vous. Ok, bonne soirée. D'accord. Merci pour toutes vos contributions et bonne soirée. Au revoir. Ok, sorry. Au revoir. Denis, c'est déprécié, il faut quitter là-bas. Et comment on fait pour sortir? Saute seulement, saute, saute. Il saute comme. Ça n'est pas plus.